Et qu'est-ce que vous faites là, putain, mais vous faites chier. Eh bien, bonjour pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur les grenouilles. Ah non, ça porte pas sur les grenouilles? Ah ben pourtant, quand j'ai visualisé tout à l'heure, là, Non, je la refais. D'accord. Eh bien, bonjour. Je vous ai bien eu. Non, rien à voir avec la série Urgence. Alors, le fil conducteur, quel est-il? Bah oui, ce fameux John Carter, en fait, c'est le nom d'un film, pas le nom du gars qui est dans la série Urgence. Vous vous rappelez? Voilà. Bon, alors, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous servons la déesse. Et c'est toi qu'elle a choisi pour recevoir cette arme. Il te suffit de nous obéir et tu seras le maître de Barsoom. Tu peux tout faire, tu peux tout contrôler tant que c'est nous qui contrôlons tout et qui faisons tout. Mais tu peux tout faire. Barsoom? Eh ben John Carter, c'est un space opéra dont la promotion a été un petit peu foirée par Disney, faut bien l'avouer, mais le film est quand même potable, et vous pouvez aller fureter un petit peu sur le net pour suivre un petit peu les commentaires, et vous allez voir pas mal d'éloges quand même, et c'est issu d'un bouquin dont ce serait issu le gars qui a fait Star Wars, pour la petite histoire, voilà, enfin bon, c'est un truc vraiment sympa, sauf que quand j'ai lu certains commentaires... je me suis dit... Tu te fous de ma gueule? Réaliste? Scientifiquement réaliste? Non. Non, c'est pas possible. Scientifiquement réaliste, mon cul, oui. Non mais sérieusement. Non mais voilà quoi. Merci, du coup ça me permet de faire cette magnifique vidéo que vous allez adorer, j'en suis sûr. Mais c'est pas possible, il y a des choses qui sont pas réalistes. Reprenons depuis le début. John Carter, il va se retrouver en possession malgré lui d'un médaillon et il va malgré lui aussi prononcer une incantation qui va le téléporter, du moins son double, le téléporter sur Mars. Enfin sur Barsoom, parce qu'ils appellent pas ça Mars mais Barsoom. Faut que ça fasse différent mais pas trop pour que le mec un peu comprenne. Mais bon, c'est John Carter, il comprend pas de suite qu'il est sur Mars. Du coup, quand il se réveille en plein milieu d'un désert, où il peut respirer normalement. Normal, il y a toujours eu de l'air sur Mars. Les sondes actuelles martiennes nous disent que non. Mais à l'époque, sans doute que oui. Peut-être qu'il y aura donc un John Carter 2 qui expliquera pourquoi, entre le Far West et l'époque moderne, toute l'atmosphère a disparu. Mais bref. Donc il respire. Et puis il se retrouve à un moment donné à vouloir faire des premiers pas. Et là il titube. Ouais, il titube pas mal et il comprend pas. Il fait des bonds en avant, là on peut voir comme ça. Mais voilà, il se casse la gueule. Enfin, c'est un bébé qui apprend à marcher, quoi. Et puis, on pourrait se dire, mais ok, donc on a compris qu'il est sur Mars. Ouais. Mais est-ce que c'est réaliste de se vautrer comme ça, avec une gravité légèrement différente? Bonne question. Il y a des gars qui ont essayé. Sur la Lune. Enfin, sur la Lune. Enfin, non, il n'y en a qu'une de Lune, il n'y en a qu'une. Et c'est les astronautes des missions Apollo, il y en a eu un petit paquet. Et effectivement, au début, c'était pas très simple quand ils ont voulu se déplacer, comme on peut le voir sur ces images d'archives. On les voit un petit peu titubant, se vautrant, et heureusement que les scaphandres ne se sont pas déchirés, parce que les pauvres, ils seraient morts. Et voilà, donc ils y sont quand même arrivés, et donc ça, c'est réaliste. Lorsque John Carter
commence à se déplacer sur Mars sans le savoir, eh bien en fait c'est complètement réaliste. Ça, on y croit. Et puis, à un moment donné, il commence quand même à comprendre le mouvement. Donc il commence à, si vous voulez, à maîtriser le truc, à faire des sauts, et des sauts de plus en plus loin, des sauts de plus en plus haut, une aisance naturelle. Et en fait, tout le putain de film est basé sur le fait qu'il fait des sauts de géants, de kangourous. Oui, mais est-ce que ça, c'est réaliste? Moi, j'y crois pas. Il y a des mecs sur le net qui ont cru. Du coup, le physicien que je suis se pose la question, mais voilà, on va laisser tomber, laisser de côté un petit peu l'intuition, qui souvent ne veut rien dire en physique. Il ne faut pas forcément avoir d'intuition. Il faut démontrer les choses, il faut construire un raisonnement. C'est ce que je vous propose maintenant. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez zapper à la fin, c'est rigolo, mais au milieu aussi c'est rigolo. Mais je vous propose maintenant un raisonnement. Alors, ce raisonnement, vous vous rappelez lorsqu'on avait le petit bonhomme en mousse qui était à proximité d'une masse importante. Voilà, donc en fait la force d'attraction, on l'a montré précédemment, c'était le produit des deux masses, est divisé par le carré de la distance entre les deux objets massifs, et le tout multiplié par une constante de gravitation universelle dont on se fout en fait un petit peu pour le moment. Voilà, et bien pour la Terre et l'homme sur la Terre, on peut faire exactement pareil. Donc la force ressentie par le bonhomme en mousse à la surface de la Terre, par vous, par moi, votre chien, n'importe qui, eh bien, c'est juste le produit de votre masse par la masse de la Terre divisé par le rayon de cette planète multiplié par cette même constante. Pour Mars, c'est exactement la même chose avec des valeurs de la masse et du rayon qui sont différents. On peut aussi ramener ça à l'étude du centre de masse. Et si on veut faire le rapport pour savoir quelle est la force ressentie sur Mars et la force ressentie sur la Terre, on fait juste le rapport de ces deux expressions. Donc on va simplifier la constante de gravitation qui apparaît au numérateur et dénominateur en haut et en bas. Et également les masses du bonhomme en mousse. On voit donc que ça ne dépend pas du bonhomme en mousse, mais que ça ne dépend que du rapport des masses des deux planètes et du carré du rayon des deux planètes. Le rapport des masses des deux planètes fait à peu près 10%, alors que le rapport des carrés des rayons des deux planètes fait à peu près 3,5. Et si on multiplie les deux, on devra arriver à quelque chose grosso modo de l'ordre de 0,35. Allez, c'est très proche de 0,33, ce qui veut dire un tiers. Voilà. Donc, la force ressentie sur Mars est à peu près égale au tiers de la force ressentie sur Terre. Nous pesons donc 3 fois moins lourd sur Mars. Est-ce que ça justifie le fait que les bonds deviennent impressionnants? Est-ce que ça le justifie? Raisonnement empirique pour commencer. Nous avons des images d'astronautes sur la Lune qui se déplacent. On peut de suite remarquer que même s'ils forcent un petit peu sur leur papate, ils pourraient forcer plus quand même ces feignasses, mais imaginons qu'ils soient qu'à 20% de leur capacité musculaire. Ils font pas des bonds de 100 mètres ces enculés, hein? Alors, ça vous semble réaliste? Et en plus, la gravité sur la Lune par rapport à la Terre n'est que de 10%. Pas du tiers, qui est le cas de Mars, je vous le rappelle. On pourrait se poser la question de façon plus théorique. Et c'est ce que je vais maintenant vous proposer. C'est un cours de première année, entre la terminale et la première année. C'est parti. Tout d'abord, rappelons qu'un certain Newton, très connu, puisqu'il a donné naissance à une matière qui s'appelle la physique newtonienne, et bien en 1687, il a édicté le principe fondamental de la dynamique. Bon, un petit peu avant, mais il l'a écrit cette année-là. D'accord ? Et ce principe fondamental de la dynamique dit que la somme des forces appliquées à une masse m, mon petit bonhomme en mousse, que je peux ramener à l'étude d'un point peut-être, pas tout le temps, mais là oui, je le ramène à l'étude d'un point. Si je le veux, je le ramène à un point, d'accord? Et tu en veux un, de point. Eh bien, dans le bon référentiel, blablabla, on va dire qu'on peut l'appliquer, ce sera une autre vidéo ça, mais la somme des forces, c'est le produit de la masse par le vecteur accélération. Qu'est-ce que c'est que le vecteur accélération? Eh bien, le vecteur accélération, c'est ce qu'on appelle dérivée de la vitesse, vecteur vitesse par rapport au temps. Ça, c'est un charabia mathématique pour dire que l'accélération, c'est une variation de vitesse. Que là, ça va. Et alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas très compliqué. Imaginez que vous êtes en voiture et vous avez le compteur kilométrique qui vous donne la vitesse. Mais ça ne vous donne pas la direction dans laquelle vous allez. Ça, vous le savez, vous, avec le volant, avec votre intuition, tout ça, avec votre GPS, ce que vous voulez, avec la petite flèche qui bouge.
mais ça ne vous donne que la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire 90 km/h, 155 km/h, c'est interdit, c'est pas bien. 30 km/h, ça ne vous donne que ça, en fait, le compteur kilométrique. C'est pas vraiment la vitesse, d'accord? C'est la norme du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse vous donne en plus de ça, dans quel sens vous roulez. Vous êtes en marche avant sur l'autoroute, ou en marche arrière sur l'autoroute. Ne faites pas ça, c'est interdit. Vous êtes en marche avant sur l'autoroute. Non, j'ai déjà fait la blague. Vous êtes en marche avant sur l'autoroute et vous tournez à droite, donc vous vous déplacez dans ce sens-là. L'accélération, ça vous donne la variation de ce truc-là. C'est-à-dire que si d'un coup vous êtes comme ça à vitesse constante et que vous pilez, ça, c'est le vecteur accélération. Et si d'un coup vous êtes à 150 km/h et que vous braquez votre volant à 90 degrés sur la gauche, voilà, ça aussi c'est le vecteur accélération. Vous avez l'impression que vous allez vous fracasser de l'autre côté, côté passager, dans le dernier cas. Donc ça, c'est pour vous expliquer le vecteur accélération. Donc c'est la variation de vitesse. Mais la vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est une variation de position. Je suis là au départ, je suis là à l'arrivée. Et pareil, c'est un vecteur. Bon, ici, on va maintenant s'intéresser à un espace à 3 dimensions. Et on va regarder dans cet espace à 3 dimensions le déplacement d'un point qui est schématisé par cette ligne continue qu'on appelle une courbe entre les jolis arbres. Ils sont beaux ces arbres, n'est-ce pas? Voilà. Alors en fait, on va enlever les arbres parce que ça va pas être très pratique sinon, on va se prendre des branches. Et puis on va enlever la 3e dimension qui était représentée par une flèche qui allait vers le fond. D'accord? On va s'intéresser à un mouvement qui est juste à 2 dimensions. Et on va symboliser un saut. Alors vous avez vu John Carter, il faisait des sauts qui avaient un petit peu cette tête-là tout à l'heure. Oui, ils avaient cette tête-là, ça a des formes de paraboles. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va faire des photos à intervalles de temps réguliers, très très constants, mais très petits. Et au lieu de voir une courbe continue, on va avoir quelque chose de discret, c'est-à-dire que tchouk, je prends une photo, il se déplace, le temps que je reprenne une photo, tchouk, il est ici. Puis tchouk, 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 comme ça, et ça fait tous ces petits points. D'accord? Voilà. Et maintenant, on essaie de déterminer le vecteur vitesse en construisant cela de façon vectorielle. Donc on va prendre une origine quelconque, là j'ai pris le point O n'importe où, et on va tracer le vecteur position entre la position 4, je vais l'appeler M4, et la position 6, M6. Et la position 6 et la position 4, elles sont très très proches, infiniment proches de la position 5. Donc du coup, pour calculer le vecteur vitesse, qui est une petite variation de vecteur OM, je peux l'écrire comme une variation de OM6 moins OM4, divisé par le temps qui s'est écoulé entre ces deux points qui sont très proches les uns des autres. Et je mets les codes couleurs correspondants pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond. Ce vecteur OM4, c'est moins le vecteur M4O dans l'autre sens. Donc du coup ça revient à additionner ces deux vecteurs. Alors on va les additionner plutôt comme ça parce qu'un vecteur, vous avez appris à l'école qu'on peut les déplacer. Voilà. Et du coup ça nous donne le vecteur blanc sur cette image. Et du coup je peux reporter ce vecteur au point 5 et ça va me donner quasiment le vecteur vitesse. Il ne restera plus qu'à diviser par 2 fois le temps. Et je fais ça pour différents points et vous voyez que j'ai le vecteur vitesse qui est positionné là en différents points que j'ai pris comme exemple. Maintenant, si je veux calculer l'accélération, je vais faire pareil. Je vais prendre le vecteur en la position 3, vecteur vitesse, et vecteur vitesse en la position 5. Je symbolise maintenant l'accélération comme je l'ai fait tout à l'heure en disant qu'entre le point 3 et le point 5, l'intervalle de temps est très faible. Donc je peux écrire ce que j'ai écrit tout à l'heure, la dérivée de la vitesse, comme une petite variation de vitesse sur une petite variation de temps. Et en fait, c'est la limite lorsque le temps T5 et T3 sont très très proches l'un de l'autre. Donc si je fais ça, je vais encore avoir une soustraction vectorielle à faire. Et si je ramène tout ça, ça me donne la petite flèche blanche au point 4. Donc là, j'ai calculé l'accélération au point 4. Je peux faire ça pour tous les points et je vais m'apercevoir qu'en fait, dans ce mouvement-là, c'est la même accélération. Oui. Donc plutôt que de la mettre en chacun des points, ce qui deviendrait très illisible très très vite, parce qu'il y a sans doute beaucoup plus de points que les points que j'ai pu tracer pour vous expliquer ce truc-là, on va dire qu'on est soumis à un champ de pesanteur constant dont on donne la direction sur la droite de ce graphe en rouge. Donc maintenant, je vais appliquer
Le principe fondamental de la dynamique. Je fais le bilan des forces et il n'y en a qu'une seule qui est le poids. On va négliger les forces de frottement. Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur les forces de frottement. Il faut que je trouve un film où il y a des forces de frottement. Il y en a forcément. Mais on verra ça plus tard. Et donc, la somme des forces, c'est égal uniquement au poids. Le poids, comme vous le savez, c'est mg. Si vous vous en rappelez plus, regardez. La force gravitationnelle ressentie par le petit bonhomme en mousse à la surface de la Terre, c'est ce truc-là, que je symbolise en rouge. Mais en fait, en rouge, on appelle cette constante-là, puisque ça dépend de la masse de la Terre qui ne varie pas des masses, du rayon de la Terre qui ne varie pas des masses, et de la constante de gravitation universelle qui est constante par définition. Donc du coup, ça nous donne une constante petit g, voilà, fois la masse du petit bonhomme en mousse en bleu, ici. Donc ça, cette force, c'est en fait le poids, donc P égale mg. Voilà, c'est dirigé vers les pieds, parce que sinon, on se casserait la figure. Donc du coup, ça veut dire que si j'applique le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces, c'est le produit de la masse par le vecteur accélération, c'est aussi donc mg. Donc ma est égal à mg. Je peux simplifier à gauche et à droite. Attention, ça peut sembler simple. Einstein nous dira que c'est pas forcément évident. Notre vidéo, ça aussi. Il y en a un paquet à faire. Je commence à prendre peur. J'en ai pour des années. Et donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. C'est une petite variation de vitesse sur une petite variation de temps, c'est égal à l'accélération. Donc ça, je peux le réécrire sous cette forme-là, une division. Si je fais passer le terme qui est en bas à gauche de l'égalité, je peux le faire passer de l'autre côté de l'égalité en haut à droite. Ça, j'ai le droit. Si, j'ai le droit, c'est des maths. Et je vais maintenant intégrer cette petite variation de vitesse pour la calculer, une grande variation de vitesse sur toute la trajectoire. Ça s'appelle faire de l'intégrale. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étaler sur ce qu'est le calcul intégral. Je ferai ça sans doute dans une prochaine vidéo ou dans Penser pour moi-même, mon petit format. Mais bon, je ne l'ai pas encore planifié ça, on verra. Vous me le rappellerez de toute façon, un jour j'en suis sûr. Voilà, donc du coup je peux remplacer l'accélération, si je reviens, par g, puisqu'on a vu que c'était I. Et comme g est une constante, on peut le sortir du signe intégral. Le signe intégral en fait ça veut dire une somme, quelque part, de petites variations de temps. Donc si je somme une constante fois une petite variation, plus la même constante fois une petite variation, plus la même constante fois une petite variation, plus la même constante fois... Enfin, etc. C'est chiant. Ça revient à mettre en facteur cette constante et donc à la sortir du facteur somme, si vous voulez. Voilà, vous pouvez le voir comme ça. Et du coup, je peux écrire la vitesse comme étant le produit de g par t, en faisant ce qu'on appelle une primitive. Et c'est connu à une constante d'intégration près qui s'appelle c ici, le vecteur c. Ça, c'est pas compliqué, j'ai le vecteur position maintenant, et le vecteur position, je peux le déduire à partir de la vitesse. Il faut que je fasse pareil, il faut que j'intègre. Voilà, donc je fais ma petite intégrale comme ça, pouf pouf, vous pouvez le voir comme une sorte de petite somme si vous voulez. Voilà. Si je somme, oui, vous voyez bien que si je somme des petits éléments de distance, au final, ça va me donner une variation de distance. Donc, voilà. Si je fais ça, je vais intégrer, ça c'est des maths, et là je peux pas trop en parler aujourd'hui. Que ça va me donner cette égalité-là. Vous avez un terme en 1,5 de gt carré, puisqu'une primitive de gt, c'est 1,5 de gt carré. Et la constante d'intégration c, si je prends une primitive, c'est c fois t. Si je dérive ce c fois t, ce qui est l'opération inverse de la primitive, ça me donne c. On est d'accord. Plus une constante d'intégration. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Maintenant, nous positionnons un point A du mouvement. D'accord, on se positionne par rapport à une origine qui est en bas à gauche, qui est en 0, 0. J'appelle l'axe horizontal. L'axe des X et l'axe vertical, l'axe des Y. Je fais ce que je veux. Si j'avais envie de l'appeler autrement, je l'appelais autrement. Mais voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Voilà. Donc, du coup, les coordonnées du point A, donc la position dans l'espace du point A, se codent de cette façon. On utilise l'abscisse XA et l'ordonnée Y de A. Si je veux réécrire le vecteur position pour A, j'ai deux constantes qui vont me poser problème, qui sont la constante C et la constante OM0. On va donc se servir de ce que l'on appelle les conditions initiales pour pouvoir voir quelles sont leurs valeurs. Parce que c'est pas n'importe quelle valeur. Les maths, c'est les primitives, ça vous donne un résultat qui est valable pour toutes les constantes possibles et imaginables. La physique vous dit que parmi toutes ces constantes, il n'y en aura qu'un certain nombre qui vont marcher parce qu'elles doivent décrire le phénomène physique compte tenu des conditions initiales. Donc compte tenu des conditions initiales, ça veut dire déjà la position au départ. En t égale 0, quelle est ma position? Je l'ai définie comme étant égale à 0, qui veut dire que si je remplace le temps par 0 dans cette équation, je devrais avoir OM, le vecteur OM qui vaut 0.
déjà, je vois que j'ai OM égale OM0, hein, si je remplace le temps par 0. Et ça doit être égal à 0. Donc forcément, OM0, ça vaut 0. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'une constante d'intégration. Pour ça, j'ai besoin d'une deuxième condition initiale, qui est la vitesse. Donc on voit que la vitesse, au départ, elle est dans ce sens-là, et donc on a un angle alpha par rapport à l'horizontale. Du coup, je sais que ma vitesse initiale, c'est V0. Je peux projeter ce V0 sur l'axe des X, ça va me donner V0 cosinus alpha, et sur l'axe des Y, V0 sinus alpha. La position en X, c'est V0 cos alpha t, et la position en Y, ça va être quelque chose de la forme moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t. Compte tenu donc des conditions initiales. Si j'injecte X dans Y, je vous vois venir. On va rien injecter du tout du coup. Donc du coup, vous voyez que j'ai deux équations qui dépendent du temps. On appelle ça des équations horaires, hein, les équations qui dépendent du temps. Du coup, je vais supprimer le temps pour faire apparaître Y en fonction de X. Donc voici ce que ça donne, faites-moi confiance ou refaites-le, voilà. Mais vous allez trouver un truc comme ça. Oui. Maintenant on peut se poser la question, maintenant que j'ai Y en fonction de X pour tout X, quelle est la hauteur maximale? Pour déterminer la hauteur maximale, on voit que c'est quand Y ne varie plus. Hein, quand Y varie plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de petites variations, donc que dy vaut 0, c'est là que je vais avoir le maximum. Donc que je vais pouvoir déterminer la hauteur maximale. D'accord? C'est ce qu'on appelle un extrémum de la fonction. Du coup, vous voyez que c'est une petite variation de y par rapport à x. C'est-à-dire que c'est la dérivée de y par rapport à x qui vaut 0. Donc si je calcule la dérivée de y par rapport à x pour tout x, ça me donne ce truc-là. Si maintenant je dis que c'est égal à 0, je peux aboutir à x, donc la position à laquelle j'ai atteint mon maximum. Et si du coup j'injecte ça dans y en fonction de x, je tombe sur la hauteur maximale, qui vaut donc le carré de la vitesse initiale fois le sinus carré de l'angle divisé par g. Bon, je vous rappelle que le poids il s'écrit comme ceci, c'est un rappel. Sur Mars, il s'écrit différemment, donc je vais appeler g', la constante de pesanteur, petit g' sur Mars. Et du coup, si maintenant je veux calculer le rapport des hauteurs maximales sur Mars et la Terre, j'ai qu'à faire le rapport de ces égalités-là, finalement. Donc on va supposer qu'on pousse avec le même angle. D'accord? Donc du coup, le rapport ne va être que le rapport de G sur G' multiplié par le rapport des carrés des vitesses initiales. Alors, G sur G', on l'a vu tout à l'heure, c'est 3. Ou G' sur G, c'était un tiers. D'accord? Et maintenant, la question peut se poser par rapport au rapport des carrés des vitesses initiales. Quelque chose de naïf, un petit peu intuitif, dirait on va pousser sur nos jambes de la même façon sur Mars et sur la Terre. Et dans ce cas-là, ce rapport il vaut 1. Et dans ce cas-là, on voit que la hauteur maximale par rapport, donc sur Mars par rapport à la Terre, ça fait 3. 3 fois 1, 3. Alors là, je vous présente les meilleurs moments, les meilleurs sauts. Donc c'est une petite compilation. Allez-y, c'est gratuit. Sur Terre, les records des perchman, là, comme ça, au mieux, aidé d'une perche, c'est quelque chose comme 5-6 mètres. À la louche, on s'en fout. Ça peut être 7, ça peut être 4, c'est quelques mètres. D'accord? Donc multiplié par 3, ça ferait une quinzaine de mètres, quoi. 20 mètres maximum, j'en sais rien. Pas 100 mètres, pas 200 mètres. D'accord? Non mais oh, John Carter, t'as fumé? Voilà. Donc c'est irréaliste. Complètement. Sauf que, on a fait une hypothèse. C'est qu'on a dit que le rapport des vitesses initiales, c'était le même sur Terre et sur Mars. Mais est-ce qu'on en est bien sûr de cela? Alors, moi, en tant que physicien, je me suis posé la question. Je ne l'ai pas admis comme une évidence, mais je ne connaissais pas le résultat. Donc j'avoue que je suis allé chercher un petit peu
sur le net. J'ai trouvé pas mal d'articles que j'ai pas tous lus. Je vous mets dans la description le lien d'un site super intéressant qui donne le lien vers un article et qui après permet d'ouvrir sur d'autres articles si vous êtes intéressé à aller par là. On apprend que la vitesse initiale, eh bien cette vitesse initiale, elle va dépendre de plein de choses en fait. Pour une personne donnée, elle va dépendre un petit peu de G. En fait, elle va dépendre de G de cette forme-là. Alors là, vous voyez qu'il y a plein de constantes dans cette équation. Prenez pas peur, je ne vais pas tout décrire. Si vous voulez lire le lien, vous verrez. Mais en gros, si on remplace toutes ces constantes pour une personne à peu près normale, on va arriver à une certaine loi. Et si on fait pareil sur Mars, on aboutit finalement à un rapport des vitesses qui est pas trop éloigné de 1 quand même. Donc au final, ça va peu changer les choses, hein, d'accord, voilà. Donc en fait, on avait le droit de faire cette hypothèse. Mais quand même, on n'était pas sûr, donc il fallait aller vérifier. Donc au final, non, c'est putain de pas réaliste du tout. Et ben moi, ça m'a saoulé grave. Ouais, grave. Alors puis il y a quand même quelques scènes un peu pittoresques aussi dans ce film. Nous observions les étoiles. Et vous me parliez des héros non glorieux inscrits dans le ciel. Oh, c'est beau. Mais attendez là, c'est pas des étoiles, c'est des lunes. Et puisqu'on les voit, ces lunes, elles semblent un peu grosses, non? Alors en réalité, ces lunes s'appellent Phobos et Deimos. Et ces deux lunes, c'est en fait pas du tout des lunes de la taille de notre lune, d'accord? C'est des petits satellites, hein. Je vous mets le diamètre juste là. Et je vous mets la distance juste là. Si on fait un simple petit calcul en utilisant des tangentes, je vous mets le diamètre apparent là. Si on compare maintenant la distance de la Lune, là, le diamètre de la Lune, là, et le diamètre apparent de la Lune, là, on compare et on voit que ça n'a rien à voir. Donc ça aussi, ce n'est pas réaliste. Il m'a fallu à peu près une fraction de seconde pour m'en apercevoir. Mais je connaissais déjà en fait la taille des satellites. Donc, voilà. Je vais finir là-dessus, mais je ne vais pas rester longtemps parce qu'après on va dire que je pinaille. Il se trouve que sur Mars, il y a des hommes et des femmes qui sont de même corpulence que John Carter. Ok. Ce qui veut dire a priori que si eux ne font pas des sauts de la mort qui tue, cela veut dire qu'ils doivent être beaucoup plus denses. Et oui, pour compenser le rapport de poids entre la Terre et Mars. Hein. Mais alors, j'ai pas fait le calcul, mais en gros, ça voudrait dire qu'ils doivent être des dizaines de fois plus denses. Mais ils sont faits de quoi? Ils sont faits d'adamantium, en fait. J'imagine juste quelques secondes s'ils essaient de faire un John Carter 2. En fait, ça va durer à peu près 20 secondes. Elle va prononcer, l'héroïne, une incantation magique pour rejoindre John Carter qui est sur Terre. Et puis là, comme elle est beaucoup plus dense, elle va pas supporter son propre poids. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez pas aimé, c'est pas grave, je m'en fous. J'espère que vous aimerez la prochaine, donc vous avez aimé celle d'avant. Enfin bon, je me comprends. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à faire parler de cette chaîne. J'ai créé aussi, juste pour vous le dire, une petite page Facebook. Donc vous pouvez maintenant laisser des commentaires sur Facebook si vous voulez. Des fois, je partage des trucs aussi du CNRS, de machin. Bon, il peut y avoir des petites infos sympas. Pas tout le temps, mais des fois. Voilà. Bon, et écoutez, moi je vous dis à ciao bon dimanche. Enfin non, c'est pas ça. Puis c'est pas dimanche surtout. Je disais quoi déjà? Ah oui, n'oubliez pas surtout, restez critiques. Hey Patrick, viens voir, je présente les plus beaux sauts. Important, presque aussi important dirait-on que celui de la Lune sur Terre. Putain, je vais y arriver. Et à y arriver. Non, mais... Et à y regarder de plus près. Et si on regarde d'un peu plus près. Je vais tourner différemment. Amimia, bonsoir. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets sales de concentration.
Je suis... désormais... Totar Sojat. Ipakuhupu Iruchen Yuchen Miauch